Alors, vous avez pu voir d'abord que le titre était les utilisations des plantes par les hommes, et moi volontairement, j'ai voulu limiter un petit peu ce discours aux plantes et aux médicaments. En effet, c'est ce qui correspond beaucoup plus aux travaux de recherche que nous effectuons ici à l'Université de Picardie-Jules Verne, et particulièrement aussi dans un laboratoire, il manque un petit quelque chose, qui s'appelle BioPI, Biologie des plantes et Innovation. Et en patchwork, en introduction, je vous ai mis quelque chose qui, si on avait peu de temps, suffirait à faire la conférence. À savoir que vous avez des plantes que vous connaissez, l'aspirée, le saule, aspirine. Spirée, aspirine. Effectivement, l'aspirine vient de l'aspirer, entre autres choses. Vous avez aussi une plante ici, une armoise, quelque chose qui est très très commun et qui va donner un médicament que pratiquement personne d'entre vous connaît, excepté nos deux jeunes Vietnamiens, à savoir que c'est de l'artémisinine, qui est actuellement le meilleur médicament contre la malaria, l'opium, qui nous donne de la morphine, le Taxus baccata, l'IF, que nous avons au bas d'Amiens ici, qui est maintenant à l'origine de deux médicaments extraordinaires contre le cancer, à savoir le Taxol et le Taxophène. Puis il a une plante que personne d'entre vous, je pense, ne connaît, car nous en reparlerons. Elle pousse sur les confins de l'Himalaya, qui est un podophyllum, qui nous donne un médicament, la podophylotoxine, mais aussi trois médicaments extraordinaires, les toposides, l'étophos et un autre qui a les mêmes constituants, qui est utilisé là aussi dans les cancers très développés. Alors, ben voilà, j'ai pratiquement fait ma conférence. Alors quand même, comme ce serait là un petit peu court, nous allons essayer de développer devant vous justement comment, à partir des plantes, on a obtenu l'aspirine, et ce sera mon premier exemple, puis nous allons aller petit à petit vers des choses un peu plus complexes qui nous permettront éventuellement de voir les innovations. Alors, effectivement, les plantes sont à l'origine des médicaments. 70% des médicaments actuels sont ou proviennent des plantes. Je n'ai pas dit qu'elles proviennent directement, mais c'est des études sur les plantes qui ont permis de donner ces médicaments. J'avais mis juste deux exemples, la colchique automnale, parce que nous sommes le premier jour de l'hiver, donc la colchique, on en a vu encore dernièrement, le quinquina, la colchique, Agatha Christie adore se servir du poison, la colchicine, souvent ça traîne dans ses romans. Le quinquina, c'est vieux comme les ponts, en ce sens qu'on s'en sert depuis le début des temps modernes comme médicament contre la malaria. Et je vous signalais que nous avons à peu près dans le monde 300 000 espèces de plantes. Sur ces 300, un peu plus de 300 000, il y a 35 000 plantes qui sont considérées comme des plantes médicinales, c'est-à-dire qui peuvent avoir une action bénéfique sur l'homme, et nous en avons au mieux 5 000 qui sont étudiées. Ce qui veut dire que vous avez déjà la première conclusion, à savoir que on a encore du travail devant nous. Hein? C'est bien ça, avant d'avoir étudié les 35 000 plantes médicinales. Et ce qui est aussi très important, c'est que bien souvent, les produits, les médicaments, sont des produits très chers, très très chers. Certes, la quinine n'est pas chère, 400 € le kilo, mais la colchicine, 30 000 € le kilo. Le Taxol,
500 000 € le kilo. Ce qui veut dire que quand on nous fait une piqûre, quand on fait une piqûre pour un traitement contre le cancer, chaque piqûre arrive à près de 500 €. Ce sont des produits très très chers. Alors, vous n'allez pas me dire que ça ne marche plus. Si, puisque nous trouvons dans les plantes des médicaments, alors faisons un rappel très très rapide, c'est l'enseignant, sur la croissance et le développement des plantes. Dans les plantes, eh bien, si elles poussent et se développent, c'est grâce à ce que l'on appelle le métabolisme primaire. C'est la transformation de tout ce qu'elles prennent dans le sol pour produire des glucides, c'est-à-dire des sucres, des protéines, des acides nucléiques, ce qui permet la reproduction, les vitamines. C'est la croissance et le développement, c'est le métabolisme primaire. Sans métabolisme primaire, la plante ne pousse pas. Et puis, il y a un métabolisme secondaire dans la plante. Ce métabolisme secondaire, qui porte des noms un peu barbares, ce sont les phénylpropanoïdes, les lignanes, les alcaloïdes, les terpènes, pouf, ben, c'est des noms un peu compliqués. Eh bien, ces produits du métabolisme secondaire sont dans de faibles concentrations, vous les utilisez, regardez ce lolo noir qui est à la frontière chinoise, au Vietnam bien sûr, nous y étions l'année dernière, il fume quoi? Ben, du tabac, et c'est de la nicotine qui se trimballe là-dedans, et cette nicotine, c'est un métabolite secondaire. Et ces métabolites secondaires ont une action dans les plantes, une protection contre les pathogènes et les herbivores. Pourquoi certaines plantes sont-elles aussi amères? Métabolites secondaires. Et aussi, elles ont un rôle positif comme l'attraction des pollinisateurs. C'est-à-dire pour que les petits insectes viennent dire bonjour aux fleurs pour obtenir des graines, enfin des fruits et des graines. Et l'homme donc utilise de nombreux produits du métabolite secondaire. Il va utiliser les parfums, Coco de Chanel, ylang-ylang, n'est-ce pas Madagascar, ce que l'on veut développer? L'essence d'ylang-ylang, ça sent si bon. Bon, il y a aussi la lavande, ça sent très bon aussi, mais quand même, je préfère l'ylang-ylang. Les arômes, la vanille, Madagascar encore, on en parle, le menthol, les pesticides naturels, le pyrètre que nous cultivons dans nos jardins, donne cette molécule qui est un insecticide, la roténone aussi. Et puis, nous avons un certain nombre de médicaments que je vous ai montrés, il est bon de le répéter. La morphine, qui vient du pavot, la codéine, qui vient du pavot, la quinine, qui vient du quinquina, la scopolamine pour la prévention du mal des transports, ça vient d'une datura. Attention, c'est un poison violent quand même. Le taxol, qui vient de l'if, la vinblastine, qui vient du Catharanthus, mais qui porte le nom de pervenche de Madagascar. Et puis, nous avons tout un tas de dérivés aussi en chimiothérapie anticancéreuse. Alors, voyons dans un premier exemple, non, avant, j'oubliais, malgré tout, plante médicinale, 4 possibilités. Vous faites une infusion de tilleul. Si vous faites une infusion de tilleul, c'est parce que vous extrayez des métabolites secondaires du tilleul, et ça vous fait mieux dormir, ça vous fait lever la nuit aussi. Des extraits de ginkgo, pour que vous ayez les jambes légères et non pas au bout d'une journée être fatigué. Bon, des constituants purs, le taxol comme médicament, et puis les huiles essentielles qui se développent actuellement beaucoup, que vous appliquez par exemple sur la peau.
Alors, parmi toutes ces plantes médicinales, nous nous intéresserons seulement aux phytomédicaments. On ne parlera pas des infusions ni des huiles essentielles. Nous verrons essentiellement ces deux systèmes. Alors, pour introduire un peu les médicaments, pour voir quelle est toute la démarche qui s'est faite entre les connaissances populaires d'utilisation d'une plante et puis le médicament, j'ai pris l'aspirine. Très simple, tout le monde connaît l'aspirine. Eh bien, le saule est à l'origine de l'aspirine. Salix, le saule blanc. Or, on retrouve des données chez Hippocrate, on retrouve des données chez Galien au IIe siècle. Bien sûr, puisque Galien avait dit quelque chose, comme ce fut Galien, quelqu'un qui a été repris par l'Église, on le retrouve tout au Moyen-Âge, et puis, même de notre temps, relisez malheureusement le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn. Il nous dit que pour se protéger des douleurs qu'ils avaient, ils prenaient des feuilles de saule. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? De l'aspirine. Et ce qui est important, c'est qu'en 1829, ça fait quand même déjà un petit bail, eh bien, Leroux a été capable, voyez, quelle descendance, Leroux a été capable de faire un premier extrait de ce saule qu'il a appelé la salicine, sali de saule, salix. Et ce qui est important, il a pu montrer que c'était un premier constituant, ici, base basédique, et puis un sucre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que 9 ans après, eh bien, Pirignat a fait de la chimie, et à partir de la salicyline, il a obtenu de l'acide salicylique, et cet acide salicylique était le véritable médicament, c'est-à-dire que c'est lui qui avait le plus d'activité thérapeutique. Comment est-il fait? Vous voyez qu'il y a une liaison entre le sucre et puis le noyau. Retenez bien ça, parce que c'est un gros problème pour nous actuellement, ces sucres-là qui sont là sur nos molécules. Eh bien, il a coupé la liaison, on appelle ça une hydrolyse, tchoup, la glucose d'un côté, de l'autre côté, notre sucre, notre radical, la saligénine, oxydée. Pour ceux qui sont chimistes, ici c'est une fonction acide salicylique. Et c'est vraiment la première molécule pure que l'on a trouvée à partir du saule. Chose très intéressante, dès qu'on commence à trouver une molécule qui a un intérêt, on voit qu'immédiatement, il y a une diversification des sources. Ben oui, parce qu'à partir du moment où on pense qu'on peut extraire quelque chose, on est sûr qu'on ne va peut-être pas en trouver assez. Donc on diversifie les sources. Saule blanc, acide salicylique. En même temps, on a retrouvé de l'acide salicylique issu d'un extrait de la spirine. Spirine, la reine des prés, Filapendula ulmaria ou Spirea ulmaria. Les botanistes aiment bien changer les noms. Quelque chose qu'on connaissait bien en Picardie. Madame Lenot, pour ne pas la citer, me disait que sa grand-mère faisait des infusions de spirine quand elle avait mal à la tête, et ce, à Piquigny. C'est quand même bien en Picardie. Et puis, il y a encore une autre plante, Gaultheria procumbens, la gaultérie, où on avait un extrait essence de wintergreen. Alors, la Gaultheria procumbens n'est pas du tout une plante d'ici, c'est une plante américaine. Alors, vous la trouvez quand même maintenant en Europe parce qu'elle est devenue plante ornementale. Mais elle n'est pas une plante de nos régions. Donc, tout de suite, on a essayé de diversifier les sources. Puis, on était en présence de l'acide salicylique, la molécule pure, issue de la plante. Eh bien, quand vous l'utilisiez,
enfin nos aînés l'utilisaient, ah ben, quand ils prenaient de l'acide salicylique, ça leur donnait de ces aigreurs d'estomac atroces. Et c'est souvent le cas quand on a une molécule pure issue d'une plante, on ne la supporte pas. On ne la supporte pas. Il y a des réactions avec notre organisme et on est obligé de modifier la molécule pour qu'elle garde ses propriétés thérapeutiques et en même temps qu'on puisse la supporter. Nous en reparlerons, ce problème. Eh bien, effectivement, l'acide salicylique a été transformé d'abord en acide acétylsalicylique, c'est-à-dire que, vous aviez ce petit truc là, OH, on a rajouté un radical acétyl, là n'est pas forcément la question, mais ce qui est important, c'est que les chimistes, alors il y a eu plusieurs tentatives, soit l'acétylsalicylique, soit du salicylate de sodium, essayez toujours de trouver un produit que l'homme pouvait supporter plus facilement que la molécule pure. Mais ce qui fait qu'on a choisi l'acétylsalicylique, c'est qu'en 1897, la société Bayer a été capable de synthétiser industriellement cet acétylsalicylique et lui a donné comme nom commercial A pour acétate, spiréine, il aurait pu choisir salix, non, il a choisi spiréine, et puis in, un suffixe traditionnel aux médicaments. Actuellement, 40 000 tonnes par an, 1500 tonnes en France. Je vous rappelle que, juste l'anecdote, puisque vous faites de l'histoire, traité de Versailles, 1918, enfin après la guerre de 14-18, le brevet Bayer est tombé. Il est devenu pour les Alliés. Et c'est comme ça qu'il a été repris l'usine du Rhône en France. Hein? Histoire. Un médicament mis dans un traité de paix. Alors, j'ai voulu, sur ce tableau, vous résumer très très simplement, eh bien, de la plante au médicament. On a une plante, alors des fois, on va trouver du médicament dans la racine, dans la tige, dans la feuille, dans la graine, dans la fruit, dans le fleur, dans les fleurs, ou la fleur, puis ma foi, on va choisir l'organe qui contient le plus notre médicament. Il va falloir l'extraire. Alors il y a plusieurs techniques, hein, on va passer par de l'eau, par des alcools, enfin tout un tas de choses. Puis, une fois qu'on a extrait tout, il va falloir la purifier. Alors on le fait passer par colonne, c'est de la chromatographie, tout ça, c'est long, on passe. Mais on sait qu'on va la purifier et on va obtenir notre matière active, d'où la forme galénique, c'est-à-dire le médicament. Et puis bien souvent, eh bien, nous avons de la chimie qui fait qu'on transforme notre matière active en un autre médicament. C'est notre aspirine, ici c'était l'acide acétylsalicylique. Et puis, qu'est-ce qui arrive de temps en temps? Il arrive ceci, c'est que nous avons des synthèses industrielles qui partent de molécules simples, j'allais dire issues du pétrole, pas du tout issues des plantes ou du charbon, pour obtenir la matière active ou la matière active transformée, synthèse industrielle. Et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pouf, la plante disparaît. Et effectivement, aucune aspirine actuellement est produite à partir de plantes. Néanmoins, c'était bien à partir de plantes. Alors nous allons voir un deuxième exemple pour vous montrer presque la même démarche, avec quand même quelques problèmes supplémentaires. Alors, ce médicament, c'est l'artémisinine. Je suis à peu près sûr que personne ici ne sait ce qu'est l'artémisinine, en ce sens qu'elle a été officiellement découverte en 1972 par les chercheurs chinois, et bien sûr, tous les résultats intéressants sur l'artémisinine,
c'est une molécule qui a des effets curatifs contre la malaria et qui proviennent d'une plante larmoise annuelle, Artemisia annua, que l'on ne trouve pas en France quand même. Alors, tout ce que vous trouvez d'intéressant sur cette artémisinine, vous l'avez dans un livre publié par l'Organisation mondiale de la santé, qui commence par un panégyrique du ministre de la Santé chinois sur Mao Tse-tung, disant que c'était grâce à lui que voilà, bon, très bien, on passe, nous, traditionnellement, surtout que la petite histoire dit que c'est peut-être pas tout à fait vrai. Et bien que nous ayons des Vietnamiens ici, c'est certainement beaucoup plus à Ho Chi Minh que l'on doit la découverte de l'artémisinine. Pourquoi? Parce que pendant la guerre du Vietnam, il faut savoir quand même que 50% des Viet Cong qui sont morts pendant la guerre sont morts de la malaria, pas forcément des combats contre les différentes armées. Et que Mao Tse-tung, Ho Chi Minh avait le souvenir qu'il existait une plante au Vietnam qui porte le nom de Tan Cao Hoa Vang. Alors, moi j'avais pas de problème pour traduire la fin. Hoa c'est la fleur, Vang c'est jaune, et Lohan m'a dit, mais oui, Tan Cao, ça veut dire la plante intéressante. Comme quoi la connaissance populaire est intéressante. Et effectivement, c'est grâce certainement à Ho Chi Minh qui a demandé aux Chinois de lui trouver un médicament, parce qu'il y avait l'embargo américain pour les produits contre la malaria, et les Chinois ont trouvé, c'est comme eux qui ont trouvé, l'artémisinine, qui est une plante qui est très intéressante, qui est un médicament très intéressant parce qu'il est issu des feuilles de cette armoise annuelle, et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on sait la cultiver. Et puisqu'on sait la cultiver, on s'aperçoit que l'artémisinine se trouve dans les feuilles en quantité qui est relativement variable, mais alors on ne sait pas trop pourquoi, on en trouve plus quand on la fait pousser en Afrique qu'en Asie. Généralement c'est l'inverse. Là, ici 0,4 à 0,8% en Asie, 0,7 à 1,2% en Afrique. Mais on peut très facilement la faire pousser. Donc on va voir qu'il va y avoir des champs de cette armoise. Comme tout à l'heure, pour notre acide salicylique, on ne donne plus de l'artémisinine directe, parce que on réagit quand même assez mal, toujours, ces molécules. On la transforme en 4 autres produits qui sont mieux supportés par l'homme. Et ce qui est très intéressant, c'est que, découverte en 1972, en 1992, 20 ans après quand même, l'OMS s'est intéressée à l'artémisinine et en 2002, 10 ans après, a demandé, vu les qualités extraordinaires de cette molécule, c'est le meilleur médicament curatif pour la malaria. Comme il était extraordinaire, il fallait surtout éviter d'avoir des résistances qui apparaissent. C'est-à-dire que actuellement, ça sauvait toutes les personnes atteintes de la malaria. Le problème, c'est justement, si vous donnez trop de ce médicament, eh bien, vont apparaître des résistances. Et en 2012, cette année, on a décrit 2 cas de résistance à l'artémisinine à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. C'est grave, parce que ce médicament, absolument extraordinaire, on commence à voir des signes de résistance. Et puisqu'on est capable de le cultiver, eh bien on en trouve beaucoup en Chine. Ils étaient capables
de produire 130 tonnes. En 2011, ils ont produit 130 tonnes. Le Vietnam en produit 18 tonnes. L'Inde, 3 tonnes. Et puis alors, l'Est africain, Madagascar, le Kenya, l'Ouganda, arrivaient à en produire 15 tonnes. Et ben, si vous additionnez 130, 148, 150, 165 tonnes, 166 même, besoin 100 tonnes. On a besoin de 100 tonnes. Et regardez, rien qu'un peu, les surfaces, 2003, 2000 hectares, 2006, 26 000 hectares. Ben oui, un nouveau produit, pouf, tout le monde s'emballe. Qu'est-ce qui s'est passé? Chute des prix, production, chute des prix, 1100 $, 800 $, 150 $. Donc plus personne voulait en cultiver, on s'est risqué d'être en pénurie. Donc, vous voyez, un médicament, il y a quand même le côté business. Et ce qui fait qu'on arrivait à des prix de 150 à 200 $ qui ne couvraient pas le prix de revient. Et on s'est posé la question de ce qui allait arriver. Alors on arrive maintenant à réguler la production pour avoir un peu plus que les besoins. Et clac, qu'est-ce qui vient d'arriver? Ceci. 12 septembre 2012. Pas vieux, hein? Synthèse de l'artémisinine par Sanofi. Il a été capable de synthétiser l'artémisinine. Donc, tout ce qui était produit au Vietnam, en Inde, c'est plus la peine. On se trouve avec ce produit, surtout que le prix de revient chez Sanofi, et je ne pense pas qu'il y aille à perte, est de 250 $ le kilo, donc moins cher que ce qu'on obtenait dans la nature. Donc l'artémisinine, bientôt, on ne se souviendra plus que ça vient d'une plante. Tout viendra de chez Sanofi. Et j'ai voulu vous donner cet exemple d'artémisinine parce que on pense aux médicaments, on est des purs esprits là, hein, mais il y a le côté commercial, un peu grippe-sous par derrière, qui fait souvent des dégâts. Alors, troisième exemple aussi, je trouve absolument passionnant, c'est le Taxol ou paclitaxel. J'ai toujours eu beaucoup de mal à le dire, vous voudrez bien m'excuser. En 1962, le Taxol a été découvert dans l'écorce d'un if de l'Ouest par un Américain. L'if de l'Ouest, c'est l'if que l'on trouve aux États-Unis. C'est un if, heureusement, if brevifolia. Et ce qui est intéressant, c'est que le Taxol a été découvert dans l'écorce. Écorce, c'est-à-dire la partie superficielle du tronc, à des concentrations 0,014%. Bon, tout à l'heure, je vous trouverai que c'est pas mal. Hein. Vous verrez qu'il y a certaines plantes, on en a encore moins. Mais, à partir de ce moment, ce Taxol, excellent médicament contre le cancer, particulièrement le cancer du sein, et on le donne en récidive souvent. Pas en premier, en deuxième, si malheureusement il y a une récidive. Eh bien, le problème, c'est que pour obtenir ce médicament, on est obligé de tuer l'arbre. Parce que si vous faites une décortication annulaire, enlevez l'écorce de l'arbre, il meurt. Le Taxus brevifolia par-dessus le marché, il n'y a pas de forêt, ce sont des arbres isolés qui mettent une éternité à pousser, comme souvent beaucoup de gymnospermes de ce type, et on s'est dit qu'il ne va plus y avoir cette plante. Et c'est tellement vrai qu'en 1992, il y a eu la préservation de l'if de l'Ouest, on n'a plus le droit de le couper pour extraire le médicament. Alors c'est quand même un problème. Ce qui est important surtout, il fallait 1900 tonnes d'écorce pour obtenir 1 kg de paclitaxel, sachant que quand on fait une injection, c'est 1 milligramme. Certes, ça fait beaucoup de médicaments, mais enfin,
1900 tonnes. Alors, on a un excellent médicament, ça risque de disparaître. Heureusement, eh bien, comme toute chose, on a essayé de diversifier l'origine, la production de cette molécule, et tout l'honneur revient au professeur Pierre Potier, qui était directeur à Orsay de l'Institut des substances naturelles, à la faculté des sciences d'Orsay, qui malheureusement est mort trop tôt pour avoir le prix Nobel, mais qui le méritait très certainement. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la faculté des sciences d'Orsay, c'est au sud de Paris, c'est Paris 11. Eh bien, c'est dans un parc merveilleux, bon, c'est là où j'ai fait mes études quand même, c'est pour ça que je le connais, et il y avait des haies de Taxus baccata d'if, les mêmes qu'on trouve là sur la place dans le jardin Jules Verne. Et le voici. Et pour aménager l'université de Paris 11, on était obligé de couper ces magnifiques ifs. Ah oui, il fallait faire passer une route. Et le professeur Potier s'est dit, c'est quand même extraordinaire. Il nous manque souvent la matière première, là nous l'avons, pourquoi ne pas essayer de trouver dans cette matière première qui est là, eh bien, quelque chose qui pourrait nous aider à obtenir du taxol. Et effectivement, alors ils ont fait des extraits de ces feuilles et ont trouvé un nom, alors, le 10-déacétylbacatine 3, le DAB3, qui avait des propriétés anticancéreuses moins fortes que le taxol, mais 3000 kg de feuilles, 1 kg de DAB3. Donc c'est déjà intéressant. Et à ce moment, ils se sont mis à faire des essais par rapport à cette molécule que vous voyez là, essayer de lui rajouter un petit quelque chose pour obtenir le fameux paclitaxel, le taxol. Et effectivement, il est arrivé à obtenir par une simple réaction chimique le paclitaxel à partir du DAB3. Et donc on avait une source nouvelle de taxus, de feuilles d'if, permettant de produire facilement le paclitaxel. 3000 kg, 3 tonnes, 1 kg. C'est quand même extraordinaire. Et en même temps, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en essayant de mettre ces radicaux, ben vous savez, quand on fait des expériences, on y va un petit peu, non pas à l'aveuglette, mais on fait beaucoup d'expériences. Ils ont trouvé en même temps le docétaxel, vous voyez, il y a juste là-haut là, que ça change un peu, un phosphate qui est modifié, et ce docétaxel qui s'appelle le taxotère est 2 fois plus efficace que le molécule de taxol. Donc, un résultat absolument extraordinaire. Le professeur Potier est mort en 1980, quelque chose comme ça. Alors maintenant, je vais vous parler des travaux tels qu'on les fait actuellement, parce que c'est beau, je vous ai montré l'aspirine, c'est fini. L'artémicine, ben c'est presque fini, hein, c'est fini, c'est commercial, on l'appelle. Et puis le taxol, ben, à Versailles, chaque année, quand on taille les belles haies, on ne jette pas. On ramasse toutes les feuilles d'if et on les donne à la recherche industrielle pour qu'elle nous fasse du taxol. Bien sûr, pas de problème. Les feuilles. Eh bien, nous allons parler d'un autre médicament anticancéreux. Ben, on n'est pas encore arrivé jusque-là, on est en train de le faire. Et on est en train de le faire, c'est la production d'un médicament anticancéreux, la podophylotoxine. Vous avez l'auteur là-bas, là, juste en face. Et ceci est le résultat d'un travail qui a été mené ici à l'UPJV, dans le laboratoire Biopi, en collaboration avec son université, puisqu'il est chercheur là-bas à l'université d'Anjiang, dans l'état du Mekong, et donc il bénéficiait d'allocations, et nous allons travailler sur la podophylotoxine. Cette podophylotoxine, c'est un médicament que l'on utilise actuellement beaucoup aussi pour le traitement des cancers du poumon, le cancer de la prostate, et c'est une molécule qui a un grand intérêt
thérapeutique. Seulement voilà, cette podophylotoxine, actuellement, elle vient d'une plante qui s'appelle le podophyllum. Le podophyllum, exandrum, la podophylotoxine, elle est bien à 4% dans les rhizomes d'une plante qui a 4-5 ans. Hein. Avant, il n'y a pas grand-chose. Et elle a l'idée tout à fait saugrenue pour nous d'aller pousser là-haut, sur les confins du Népal et du Tibet, en altitude. Vous imaginez que c'est facile à aller la chercher. Alors, c'est les Chinois hein, qui ont le monopole absolu. Vous voulez de la podophylotoxine? Chinois. Il n'y a pas d'autre au monde. Donc, c'est quand même un problème. C'est une économie de cueillette, parce que nous allons le voir, difficulté à faire pousser. C'est une plante qui est menacée de disparition. À force d'en sortir de terre, uniquement en économie de cueillette. Hein. Et pourtant, les dérivés de la podophylotoxine, parce que la podophylotoxine pure, ça vous tue son homme en 8 jours. Pour enlever, ça freine les mitoses, c'est-à-dire la division cellulaire. Sur des verrues, on le met de manière extérieure, ça va, mais pas question de l'ingérer. On est obligé de transformer la molécule dans étoposide, étophos et ténoposide, qui sont des molécules qui gardent les propriétés, mais qui ont des radicaux un petit peu différents et qui peuvent être injectés chez l'homme. Ça représente en France, chaque année, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. 700 millions. Il y a un ministre des Finances qui aimerait bien les avoir, ça. Hein, pour 350 kilos. Alors, il faut absolument prévoir de nouvelles sources d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, pourquoi pas faire pousser cette plante comme on a fait pousser l'armoise tout à l'heure? Rien à faire. On ne sait pas la faire pousser. Et pourtant, il y a des essais qui ont été faits. Les meilleurs essais qui ont été faits, c'est en Suisse. Et les résultats publiés dans une petite revue qui a un facteur d'impact égal à 0,03, c'est-à-dire pour les scientifiques considérés comme non, sans aucune valeur, eh bien c'est pas vrai. Ils arrivent à la faire germer, mais dans des conditions excessivement difficiles. On a moins d'une graine sur 1000 qui germe. C'est vraiment affreux. On ne peut pas la cultiver. Alors on s'est dit, on pourrait peut-être faire des micro-propagations, c'est-à-dire en biotechnologie, obtenir des petites plantes qu'on peut avoir. Rien à faire. C'est une plante absolument récalcitrante à tout. Ben, il faut changer les sources. Changer les sources, il y a en Amérique du Nord un Podophyllum peltatum, donc le cousin, qui a aussi un petit peu de podophylotoxine dans les feuilles et un petit peu dans les racines. Mais alors, tous les essais qui sont faits, ça ne marche pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que j'ai mis une croix, mais pas aussi rouge. Et comme autre source d'approvisionnement, quelque chose que vous connaissez bien, ça s'appelle le linum, le lin. Regardez ici les beaux lins. Eh bien, le lin, certains lins, ont la voie de biosynthèse de la podophylotoxine. Ah! Donc là, ça va devenir intéressant. Et vous l'avez où? Dans les racines. Mais alors, la podophylotoxine dans beaucoup de lins est égale à 0,0,01%. Ce qui veut dire qu'avant que vous arriviez à la récupérer, ben, va y avoir besoin d'avoir énormément de matières premières. Et puis, les lins, ben, il y a de très nombreux lins dans le monde, il y a plus de 80 espèces de lins. Et si on les regarde, ouais, c'est très compliqué. Alors, très très rapidement, parce que nous ne sommes pas des partisans des connaisseurs du métabolisme, la podophylotoxine sort d'un produit du métabolisme primaire, la phénylalanine, on s'en fout du nom, pour donner un premier produit qui s'appelle le sécoisolaricirésinol, il m'a fallu au moins 1 an pour arriver à prononcer ce mot, que vous trouvez dans Linum usitatissimum, le lin cultivé ici en Picardie.
mais lui il s'arrête là. Paf, l'inome hésitacinol, il a ça. Et ça c'est déjà quelque chose d'intéressant. La forme glucosylée, mesdames, c'est un phytoestrogène que l'on vous donne au moment de la ménopause. C'est un médicament. On sait que c'est un côté intéressant, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse dans le lin. Chez d'autres lins, la voie de biosynthèse peut continuer. C'est co, matérésinol, déoxypodophylotoxine. Ah, on commence à entendre le mot podophylotoxine. On ne doit pas être bien loin. On n'est pas bien loin parce qu'en effet, il y a deux lins, car c'est une voie de transit, deux lins qui produisent une molécule qui s'appelle de la justicidine. Chez le lin pérenne et le lin à grande fleur, deux lins que vous connaissez bien. Ce sont des lins horticoles qu'on cultive ici en Picardie, qui nous donnent une molécule de justicidine. Cette molécule de justicidine a des propriétés anticancéreuses, ce n'est pas de la podophylotoxine, mais elle apparaîtrait qu'elle aurait surtout des propriétés antivirales. Actuellement, il y a de gros travaux qui sont faits là-dessus. Mais surtout, d'autres lins, au lieu d'aller vers la justicidine, vont vers notre podophylotoxine. Ah, quelle chance! L'inome jaune, l'inome blanc, qui effectivement produisent l'inome flavum popo 0,000 et l'inome album 0,0 podophylotoxine. Plus là chez l'inome album que chez l'inome flavum. Donc nous allons nous intéresser à celui-ci. Malheureusement, vous ne le trouvez pas du tout dans nos régions. Pas du tout, du tout, du tout. Vous le trouvez au fin du Caucase ou en Iran. Facile d'aller se récupérer des graines, hein, surtout actuellement. En Afghanistan aussi, si vous voulez. C'est pas très commun d'obtenir. Donc pas question de le cultiver. Comment avoir un champ? Puis alors, aller ramasser les racines de ces plantes, c'est impossible. Ce qui veut dire que pour pouvoir le faire, eh bien nous allons essayer d'utiliser des biotechnologies. Des biotechnologies qui vont nous permettre d'augmenter la production de matière sèche ou d'augmenter la production spécifique dans notre molécule intéressante. Et comment allons-nous faire? Eh bien, nous allons nous servir de la nature. Vous savez, les scientifiques, souvent, ils reproduisent ce qui se passe dans la nature. Et dans la nature, on sait que certaines plantes, particulièrement les tomates, peuvent être atteintes d'une maladie, le Crohn-Gall. Hein, quand j'étais à Perpignan, nos maraîchers n'aimaient pas ça du tout. Le Crohn-Gall, c'est-à-dire que au bas de la racine, au bas de la tige, vous avez ces espèces de couronnes, pleines de massifs, et la plante, elle a une espèce de turban au bas de la tige, et elle pousse mal. Et souvent aussi, vous voyez apparaître des racines latérales à droite et à gauche. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que dans le sol, vous avez des petites bactéries qui s'appellent des agrobactéries, qui ont une propriété extraordinaire. Quand elles voient une tige de tomates, elles sont copines avec elles, et elles sont tellement copines qu'elles font quelque chose contre nature. Elles leur donnent un petit quelque chose. Elles leur donnent un petit morceau de leur patrimoine génétique. Ah oui, hein, entre espèces différentes. Elles le mettent dans le patrimoine génétique de la plante. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elles donnent, ce sont des gènes, alors on les appelle des gènes ROL. Ces gènes ROL, ce sont des gènes de synthèse d'hormones de croissance végétale naturelle. Donc puisque vous avez mis des hormones de croissance végétale naturelle, ces hormones, eh bien, c'est de la croissance, ça se met à croître. Où ça vous donne? Ce cale, où vous voyez apparaître des racines. Eh bien, nous allons nous servir de cette deuxième propriété. Nous allons nous servir de cette deuxième propriété parce que nous allons essayer d'obtenir des chevelus racinaires de lin à partir de quelques plants qu'on a pu récupérer de graines, de missions et puis tout. Eh bien, on les fait germer, toutes les photos sont de l'UN, fait germer,
on les contamine avec un Agrobacterium rhizogenes souche sauvage, juste un intérêt. Vous mangez des radis, vous mangez de la salade, crue. Vous mangez la betterave crue? Non, peut-être pas. Si vous mangez, très bien. Eh bien, ne vous faites aucune illusion. Vous avez déjà mangé des milliers, voire des millions d'agrobactériums qui me permettent le développement des racines. Hein. Faites aucune illusion. C'est rempli, hein, les radis d'agrobactéries. Intéressant. Jusqu'à nouvel ordre, personne n'a eu un gène de l'agrobactérie qui lui a fait apparaître... ça aurait peut-être pu faire apparaître des cheveux, hein, pour nous qui les perdons. Ben non, ça ne se fait pas. C'est très intéressant pour les personnes qui se posent la question de savoir comment il peut y avoir transfert d'un gène, d'une bactérie, à l'homme. Ben, voilà un exemple. Vous mangez cette bactérie jusqu'à nouvel ordre, ça n'est jamais transféré. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Alors, il obtient des racines qu'il isole sur des belles boîtes de pétri, puis après, il les fait développer dans ses flacons. Et il a, comme ça, une plante qui n'a pas de tige, qui n'a pas de feuilles, qui est constituée uniquement de racines, et qui va se perpétuer des mois et des mois durant. Et c'est là-dedans qu'il va y avoir la synthèse de nos molécules. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les maîtrise. Et puis, ça risque pas de s'échapper, ça. Hein. Ça pousse en conditions stériles. Nous, dès qu'il y a une spore qui se balade, qui vient contaminer, ça tue tout. Nous, les spores, on travaille sous haute afflux laminaire, on n'a pas le droit, on dit aux étudiants ou aux chercheurs, on n'éternue pas, on ne parle pas, masque, non, problème. Alors, ce qui est intéressant, je me suis amusé, j'ai retrouvé une photo de l'EN, du 22, 12, ouais, le 21. Hein 09, pas 79, 09, hein, il y a 3 ans, il a fait la photo. Et il avait, donc, il a obtenu des racines. Et comme vous ne savez pas où exactement les gènes vont s'intégrer dans les cellules, eh bien vous obtenez des clones racinaires. Certains poussent plus, certains poussent moins. Eh bien, il va les comparer. Et nous avons ici devant vous des courbes. Dans ce clone, en 14 jours, vous voyez très bien que certains clones poussent allègrement. Pour faire pousser, au début, il y avait 2 grammes de racines. 14 jours après, regardez le rouge là, eh bien, il est à 20 grammes. Il a quand même été capable de faire 18 grammes de matière fraîche en 14 jours. C'est énorme, ça pousse vite. Bon, il y en a d'autres, hein, un peu pépère, hein, celui-là, pousse pas beaucoup. Ne m'intéresse pas, mais c'est eux qui m'intéressent. Et même pour bien marquer votre esprit sur le fait que ça pousse très vite, regardez. Là, il y avait 3 grammes dans l'air laine. Nous étions au jour 3,75. Pour doubler, c'est-à-dire 6 grammes, nous sommes au jour 5,75. C'est-à-dire qu'en 2 jours, on a doublé la matière fraîche. C'est énorme. C'est-à-dire que nous qui cherchons à avoir des plantes qui poussent vite, pour avoir beaucoup de matière fraîche, parce que plus il y a de matière fraîche, plus on va récupérer de médicaments, on a un outil ici qui pousse très vite, beaucoup plus vite que les plantes que vous faites pousser dans votre jardin. Et c'est en conditions strictement isolées. Il faut que je tienne en 1 heure. Bien, c'est très beau de nous dire... Qu'est-ce qu'elle a, Josiane? Zut, il faut que j'aille vite. C'est très beau de savoir qu'on veut notre molécule. Alors, pour pouvoir le faire, il n'y a rien à faire. Il y a, oh là, il faut faire des analyses. Alors pour faire les analyses, on utilise un appareil très compliqué, une chromatographie liquide, on va passer, hop, très vite. Oh, c'est très simple, on envoie un produit à travers des petites billes. Alors, à forte pression. Donc évidemment, c'est dur à passer. Et passe en premier les petites billes, les petites molécules, puis en dernier les grosses molécules, parce que les petites molécules, elles trouvent un peu plus de place pour passer. Et donc, si on arrive
à les caractériser par UV, ben on les voit apparaître. Et c'est bien bon de savoir qu'il y a quelque chose qui est sorti. Il faut pouvoir lui donner un nom. Et là, alors là, il y a des gens spécialistes qui nous permettent de donner des noms dessus. C'est pas si facile que ça, mais on arrive. Et alors, regardez notre podophylotoxine, elle est là, 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 là. Ah, pas beaucoup, hein. Va falloir qu'on travaille pour pouvoir l'augmenter. Mais on sait qu'elle est là. C'est dommage qu'on ne se serve pas des autres. Hein. Manque de peau. Il n'y a que la podophylotoxine qui est active. Alors maintenant qu'on sait que ça pousse, qu'on sait reconnaître notre molécule, eh bien il va falloir qu'on trouve le moyen d'augmenter cette production. Comment l'augmenter? Eh bien, on peut l'augmenter en travaillant sur le milieu de culture. Ben oui, parce que nos racines, elles ne poussent pas dans l'eau, elles poussent dans un mélange où elles trouvent les aliments pour se nourrir. Eh ben, on peut les gaver, hein, comme des oies, pour qu'elles poussent mieux. La preuve, là, là. Bon, on ne va pas dans les détails. On peut aussi leur donner des hormones. Des hormones. Les mêmes hormones que celles qui permettent à vos fruits de se développer. Hein, quand vous voyez votre pomme qui grossit, pourquoi grossit-elle? C'est qu'il y a des hormones végétales qui permettent aux cellules de s'allonger. Ça s'appelle des auxines. Hormones naturelles. Ben, on le fait la même chose. On ajoute des hormones. Et hop, ça peut mieux pousser. Que peut-on faire aussi? Ben, on connaissait la voie de biosynthèse. Si on avait un précurseur un petit peu avant, peut-être bien qu'en en rajoutant, ça pourrait augmenter notre production. Et admettez que notre précurseur soit bon marché. Qu'est-ce que ça serait bien? Ben, effectivement, dans certains cas, regardez, voilà chez le témoin, et là on apporte un précurseur, ah, regardez la production, elle a quand même été multipliée par 1, 2, 3, 4 fois plus. Ça commence à devenir intéressant. On peut faire aussi tout un tas d'autres systèmes. On sait que le métabolisme secondaire, est lié à des stress, c'est-à-dire qu'on traumatise un peu, hein, on secoue, quand quelqu'un n'est pas content, on le secoue un peu, ben, ça le fait réagir. Ben voilà, on fait la même chose à nos plantes, par des stress, et on peut augmenter la production. Enfin, il y a autre chose qui certainement aussi est particulièrement intéressant, c'est que notre métabolite intéressant, là, notre podophylotoxine, elle est dans la racine. Mais moi, c'est la podophylotoxine qui m'intéresse. Que vais-je être obligé de faire? Je vais être obligé de l'extraire, donc tuer les racines. Et si je trouvais un moyen de dire à la podophylotoxine, sors dans le milieu, la racine serait vivante, et je récupérerais la podophylotoxine dans le milieu. Eh bien, c'est ce que je fais, c'est ce qu'il a fait plutôt. J'ai apporté un perméabilisant, ça s'appelle perméabilisant, puisque ça permet à notre molécule de sortir. Vous la retrouvez là, notre molécule, dans le milieu. Et chose encore mieux, le fait d'en avoir fait sortir a entraîné des synthèses nouvelles à l'intérieur de nos racines. Ce qui fait que le bilan total, vous allez doubler la production. Voilà. Ah ben alors, là-dessus, on travaille. Vous imaginez bien qu'on commence par étudier un facteur, l'un après l'autre, puis après on les assemble. L'ensemble étant pour mieux produire. Mais nous en sommes là. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'une fois qu'on aura mis au point la technique dans l'Erlenmeyer, il faudra passer au bioréacteur. Puis après le bioréacteur, il faudra passer au bioréacteur industriel. Donc on a encore un long travail à faire. Il y a encore besoin de beaucoup d'étudiants comme Luyenne pour faire ce travail. Alors, quelle est ma première conclusion? C'est quand même fantastique. On amplifie chez la plante la production d'une molécule intéressante. C'est extraordinaire. Mais on est parti de la plante, on est allé aux médicaments. Eh bien, je vous propose, comme deuxième conclusion, qu'est-ce que d'être un petit peu long? C'est ce qu'on a fait. On est de la plante, on est allé vers le médicament. Ayons un raisonnement inverse. À savoir, j'ai plus de plante. Et je m'interroge
sur les médicaments que nous utilisons dans la vie, que le médecin nous prescrit. Eh bien, certes, il y en a beaucoup qui ressemblent à ces molécules venant des plantes, mais il y a encore d'autres médicaments qui sont non pas issus des plantes, mais qui sont des médicaments à base de protéines. À base de protéines. Et vous les connaissez, vous en avez entendu parler. Ce sont les hormones qui régulent les fonctions du corps. Ce sont les facteurs de coagulation du sang. Tout ça sont des médicaments qu'on peut être amené à prendre. Ce sont les vaccins qui sont des protéines. Ce sont les anticorps monoclonaux. Alors ça, ce n'est pas des médicaments. C'est ce qui nous permet de reconnaître, par exemple, quand on fait des biopsies, si vous avez des cancers. Et puis vous avez des cytokines qui règlent le système immunitaire. Ce sont des médicaments que l'on peut être amené à apporter, à prendre. Et d'où viennent-ils actuellement? Très souvent, vous en aviez qui venaient malheureusement des cadavres, ou de quelque chose qui a été fait, comme les vaccins par exemple sur des œufs, avec en même temps des problèmes au niveau de la tolérance parce que vous avez un reste d'œuf. Alors, que peut-on imaginer? Eh bien, on pourrait imaginer de faire, je vais utiliser un gros mot là, hein, des OGM thérapeutiques. J'utilise un très gros mot. Il faut le dire de temps en temps. On comprend. Qu'est-ce que c'est un OGM? Vous avez une espèce A qui a un gène intéressant. Formation d'albumine, formation de tout ce que vous voulez, intéressant. On veut le transférer dans une espèce B, et ça, c'est au moyen d'un vecteur. Un vecteur, c'est très très simple, enfin c'est très simple. Dans l'Escherichia coli, c'est une bactérie. Ça se fait. C'est ça un OGM, c'est tout. C'est tout. Eh bien, pour les médicaments, ça marche. Vous transférez un gène, le gène de l'élafine. Qu'est-ce que l'élafine? C'est l'enzyme qui manque aux personnes atteintes de la maladie de Crohn. Maladie de Crohn, ce sont les hémorragies intestinales. Ça, ici, vous transférez ce gène de l'élafine, qui est un gène humain, dans un bifidus. Vous savez quand vous mangez votre yaourt, bifidus, ou un lactobacillus, eh bien, il synthétise de l'élafine, et on le voit mal, mais c'est ça, parce qu'on les a rendues fluorescentes. C'est l'élafine qui se trouve dans les pilosités et qui permet de soigner la maladie de Crohn. Et puis, la thrombine, l'antithrombine, pardon. Vous savez, on a des fois des thromboses, on a les veines qui se bouchent, n'importe quoi. Ce sont des enzymes. On est déficient en enzymes. Eh bien, de braves biquettes, on lui a mis le gène de l'antithrombine et dans son lait, ça marche. Elle produit de l'antithrombine. Donc, ça marche. Et chez nos végétaux, yes! Chez nos végétaux, volontairement j'ai mis un tabac ici. Non pas parce qu'on va le fumer, mais c'est une excellente plante expérimentale. Sans doute parce que les gens l'utilisaient beaucoup. D'abord, il y a toute la machinerie pour former des protéines. Deuxièmement, il n'y a pas de maladie associée. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on fait un vaccin, par exemple, sur un œuf, on vous dit attention, pour les personnes qui sont allergiques aux protéines de l'œuf, vous risquez d'avoir des phénomènes d'allergie. Faisant ce œuf végétal, vous ne risquez pas de l'avoir. Il n'y a pas de maladie associée. Et puis, la biomasse, on est capable de la développer. Ça va plus vite à faire pousser certains végétaux que de faire croître nos bras de biquette. Et ça marche chez les végétaux. Reprenons notre tabac. Notre tabac,
Alors ma flèche, elle est là, hein, dans le noir. Elle est arrivée à nous donner de la somatotropine. C'est quoi ce nom barbare? Mais vous le connaissez très bien. C'est une hormone qui régule la croissance chez les humains. Et vous connaissez tous les scandales qu'il y a eu il y a quelques années, où prélevant ces hormones dans des cadavres, on a transmis la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Eh bien, on est capable de la synthétiser chez le tabac. On est capable de synthétiser de l'albumine chez le tabac. On est capable de synthétiser du collagène. Et les chirurgiens sont très contents quand on peut disposer de collagène. On est capable de synthétiser des vaccins, hépatite B ou les toxines contre le choléra. Il n'y a pas que le tabac. Il y a plus de 400 protéines qui peuvent être synthétisées. Le brave pomme de terre, elle aussi, elle est capable de faire de l'albumine. Mais aussi, elle est surtout capable de faire de vaccins, ce qui a permis à certains de faire cette affiche de très mauvais goût, que je trouve de très très mauvais goût, mais enfin je voulais la mettre quand même, pas toujours être sérieux. Ça fait des vaccins, et vaccins contre l'hépatite B. Il suffit de manger 400 grammes de patates crues pour être vacciné contre l'hépatite B. Ouais. Alors, pour la toxine du choléra, pour les pays en voie de développement qui malheureusement ont souvent des problèmes de choléra, ben là on a un peu de chance, on peut boulotter de la patate cuite. Là, ça va. Mais il faudrait avoir la pomme de terre. Donc on a tabac, pomme de terre, et puis on en a encore un troisième. Parce que je me suis amusé, je trouvais que c'était joli. Elle avait un joli nom. Une enzyme, l'angiotensine 1, pour nous qui avons un certain âge, on a tendance à faire de la tension, eh bien, il faut utiliser contre ces tensions souvent une angiotensine qui nous la fait baisser. Eh bien, la tomate est capable de la synthétiser. On y arrive sans problème. Mais, parce que quand même il y a un mais énorme, ce mais énorme est un problème de confinement. Vous vous rendez compte? J'ai fait pousser un champ de pommes de terre avec pouvant donner le vaccin quelconque. Je ne vais quand même pas faire ça sur la route d'où vous voulez, de Rouen ou n'importe quoi. Comme les barbottes et que les gens les boulottent. Mais c'est ça le problème de confinement. Désolé. Hein? Alors, il aurait le vaccin de l'hépatite B sans s'en rendre compte, ce ne serait peut-être pas un drame absolu, mais il y a peut-être des médicaments qui risqueraient de lui faire du mal. Donc, on se trouve devant un problème de confinement qui fait que vous ne pouvez pas faire pousser ça partout. Vous êtes obligé de faire pousser ça dans des serres surveillées, vous imaginez tout le problème. Deuxièmement, je ne peux pas laisser mes plantes fleurir. Sinon, je risque d'avoir la dissémination de mon gène. Ça va pas. Ça va pas. Et puis, il y a le refus du grand public. Refus du grand public qui voit dans des OGM certainement des choses qui n'existent pas, mais refus du grand public. Donc, en définitive, on sait le faire, mais on ne peut pas l'utiliser. Ben oui, on sait le faire, mais on ne l'utilise presque pas. C'est quand même énorme, c'est quand même malheureux. On a un outil extraordinaire. Ah, comment peut-on faire? Ben, il y a peut-être une solution. Alors, cette solution, elle se trouve en partie à l'université de Picardie-Jules Verne, au laboratoire Biopi. Et que fait-on? Au lieu de faire pousser nos plantes dans un champ avec M. Beauvais qui va venir nous les arracher, on va peut-être les faire pousser dans des bioréacteurs.
Et là, on est sûr qu'elles sont confinées. On est sûr que si elles s'échappent, elles crèvent. Ah bah oui, ça. Donc, c'est peut-être là la solution. Et on y travaille. Ne croyez pas que ce soit facile. Si j'ai 3 minutes, les 3 dernières. Les problèmes. Vous vous souvenez que je vous ai parlé du glucose qui se met sur une molécule? Eh bien, la nature, elle n'aime pas être trop traumatisée. Et parfois, et même très souvent, que ce soit molécule animale ou molécule végétale, il y a du glucose. Mais figurez-vous que ce n'est pas au même endroit dans les deux molécules. Ce qui fait que des molécules glucosylées, avec du glucose ici, peuvent ne pas être efficaces, alors qu'elles ont rigoureusement la même formule chimique. Mais le glucose n'est pas au même endroit. Et puis autrement, les protéines, bon, peut-être savez-vous, c'est des empilements d'acides aminés mis bout à bout, là. Mais c'est pas un bâton, hein. On appelle ça des pelotes. Il y a des formes, structures primaires, structures secondaires, structures tertiaires, c'est-à-dire qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres, le filament. Ah ben voilà. Dans le monde végétal, elles n'ont pas forcément la même figure que dans le monde animal. Et pourtant, elles ont exactement la même composition. Et elles ne sont pas efficaces, elles n'ont pas la même formule. Elles ont la même formule, mais pas la même forme. Donc, ça risque de nous poser un problème. Ah, vous voyez, j'ai voulu quand même le signaler à la fin, parce que des gens travaillent pour que, dans des conditions les plus acceptables, on puisse obtenir certainement des médicaments à partir du végétal, et ce, sans craindre des problèmes d'environnement. C'est pourquoi les plantes et les médicaments, elles ont une très longue histoire. Je vous rappelle quand même que c'est vers Babylone qu'on a trouvé les premières plaquettes de la civilisation, oh j'ai perdu le nom, suréenne, Josiane, suréenne, hein, du côté de la Mésopotamie, avec indication de médicaments issus des plantes, et un avenir tout à fait prometteur devant nous. Je tiens absolument à vous remercier de votre attention, de votre intérêt que vous avez pu présenter à cette conférence. Je ne veux pas terminer avant de remercier 4 personnes. D'abord le professeur Éric Gontier, qui n'est pas là, j'exagère quand même, hein, qui est directeur du laboratoire Biopi, Madame Michel Boitel, qui elle aussi est professeure, qui m'a succédé, qui n'est pas là non plus, mais elle connaît ça par cœur, le docteur Nguyen Nguyen Kong que vous avez là-bas, qui a fait quand même un énorme travail sur cette podophylotoxine en codirection de thèse avec moi. Enfin, je tiens absolument à mettre Madame Michel Lecard, qui est notre ingénieur qui sait mettre un nom sur nos molécules. Parce que nous, on a des pics comme ça, c'est quand même pas notre spécialité. On lui dit, Michel, oui, là, alors là, c'est ça, voilà. Et c'est grâce à eux, j'allais dire, ces petites mains, mais ces grandes personnes, que la recherche avance. Merci.